qui sera le prochain speaker de la Chambre basse du Parlement, eh bien, les tractations sont en train d'être faites. Tous veulent briguer ce poste. Tous aussi de l'Union sacrée. Nous avons sur ce plateau M. Sambaye, Olivier Sambaye, qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Comment comprendre cette situation politique? Aujourd'hui, on se dit, bien que le ticket de l'Union sacrée soit connu, l'on sent une volonté pour les autres membres de l'Union sacrée, qui plus est, du présidium, vouloir continuer également à espérer briguer ce poste de président de l'Assemblée nationale. Est-ce que le mot d'ordre n'est pas être prêt d'être respecté? Est-ce qu'il n'y a finalement pas de présidium comme il se doit au niveau de l'Union sacrée? Ou bien on doit mettre ça dans le compte de guerre politique ou encore course au pouvoir? Bon, tout ce que vous venez de dire résume en fait les problèmes. En même temps, course au pouvoir, guerre politique, mais aussi la situation semble être un tout petit peu abracadabrante, dans ce sens que l'Assemblée nationale doit constituer son bureau. Mais ce qui est bizarre et inquiétant, c'est qu'il faut attendre les mots d'ordre du président de la République. C'est inquiétant. Il faut se poser la question de savoir si l'agir politique au Congo est vraiment formalisé et c'est fait en toute rationalité. Parce que le rôle du Parlement, c'est de contrôler les gouvernements. Le chef de l'État nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Pour que cette majorité parlementaire contrôle les actions du gouvernement en toute indépendance. Mais vous comprenez que les bureaux, si la composition, les choix doivent émaner aussi du président de la République et que les choix du Premier ministre, qui va contrôler qui et sur l'ordre de qui? Et du coup, nous risquerons de tendre vers la pensée unique qui va dominer l'agir politique au Congo. Est-ce que nous ne sommes pas déjà dans cette pensée unique actuellement? Nous sommes déjà dans cette pensée unique, dans ce sens que la politique au Congo souffre d'une maladie grave. Le pays n'est pas bien formalisé dans le fonctionnement de l'appareil politique. Madame, vous savez, c'est la subjectivité qui domine l'agir politique au Congo. Tout le monde fait la course au pouvoir pour s'offrir l'opulence, pour s'offrir le confort, pour s'offrir le plaisir suprême de la vie, dans ce sens que la politique devient un gagne-pain, le seul domaine où il faut qu'on s'offre la meilleure des vies possibles. Ça devient le secteur politique. C'est inquiétant parce qu'aujourd'hui, on parle des membres du présidium, qui est constitué justement des personnes qui sont en tête des partis et regroupements politiques. Eux qui sont censés donner les orientations à leurs membres. Ça veut dire que lorsque l'on décide, par exemple, il y a tel gouverneur, tel candidat de l'Union sacrée qui est gouverneur, chacun donne, comme d'habitude, on parle de mots d'ordre. Maintenant qu'eux-mêmes se retrouvent dans cette course, ils n'arrivent pas à se donner de mots d'ordre. Ils n'arrivent pas à avoir des consensus. Si déjà au niveau de la tête, il n'y a pas de consensus, qu'en sera-t-il par exemple en ce qui concerne l'élection des gouverneurs? Qu'en sera-t-il en ce qui concerne l'élection de sénateurs? Qu'en sera-t-il aujourd'hui? Parce que la crise s'annonce déjà dans plusieurs assemblées provinciales. On parlait tantôt au Katanga, à l'Équateur d'ailleurs, l'assemblée provinciale est carrément, les plénières sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est la course au pouvoir. Nous parlons des présidiums de l'Union sacrée pour la nation. Mais les présidiums, ce sont des grands leaders politiques de ces pays. Qui ont en tout cas l'ancrage au sein de la population en tant que grands leaders et qui sont presque tous présidentiables.
N'oublions pas cet aspect-là. Alors, du coup, ils cherchent les positionnements personnels. Chacun veut se placer, se trouver dans une position de telle sorte qu'il puisse être le véritable dauphin de Félix Tshisekedi. Ils sont en train de réfléchir, faisant la projection sur 2028, qui sera le prochain président de la République, les candidats successeurs. C'est la raison pour laquelle ils ne s'accordent pas, dans ce sens que déjà, la primature, l'affaire est classée, simplement parce que le chef de l'État a décidé en toute liberté, en nommant Mme Souminois Premier ministre. Mais pour l'Assemblée nationale, il faut aussi que les élections soient organisées pour qu'on ait un bureau définitif. Et les yeux sont rivés sur ces postes-là, parce que c'est aussi un poste stratégique, parce qu'on ne parle pas déjà des élections au niveau du Sénat, parce qu'on devrait avoir aussi les bureaux définitifs au niveau du Sénat. Donc, c'est une course derrière le positionnement, en faisant un tout petit peu une approche prospective vers 2028, qui va remplacer vraiment les chefs de l'État. En rapport avec ce que représente l'Assemblée nationale aujourd'hui, comparativement par exemple au Sénat, on se dit oui, le Sénat par exemple c'est la chambre de sages, mais qui n'a pas assez je dirais, qui n'a pas assez de pouvoir de contrainte avec l'émotion. Par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, au regard des 5 dernières années, on a vu que c'est carrément l'Assemblée nationale qui a eu un peu plus d'avantages, parce qu'il propose des choses, il résiste à des choses, et je dirais que forcément, soit le gouvernement ou encore le président est sous pression par rapport à cela. On se dit finalement, vaut mieux s'arroger l'Assemblée nationale que le Sénat, par exemple. Exactement. Là, vous parlez indirectement de l'ancien président de l'Assemblée du Sénat, Bathilou Kouebo, qui a même démissionné et veut à tout prix être... bon, les aspirations, on essaie de comprendre qu'il voudrait certainement briguer le poste du président de l'Assemblée nationale, simplement parce que l'ancien de l'Assemblée nationale, c'est vraiment les contrôles, c'est vraiment les pouvoirs. Nous sommes vraiment au contrôle direct du gouvernement. Exactement. Et il voudrait à tout prix peut-être avoir ces postes-là. Ce sont des ambitions. Mais madame, disons les choses ouvertement. Le Congo, normalement, il faut que ces pays subissent la refonte totale au sein de l'appareil politique. Refonte totale. Parce qu'il n'y a rien qui est formalisé du point de vue organisation. Ce sont juste des discours que l'on est en train de faire, discours politiques, je veux ceci, je veux cela, mais l'État n'est pas vraiment formalisé, n'est pas vraiment personnifié même. Qu'est-ce que cela signifie? Normalement, il y a des questions essentielles et existentielles de l'État qui ne sont pas prises au sérieux. Le pays aujourd'hui, vous serez choqué si je dis qu'elle n'est pas gérée. Comment le pays n'est pas géré? Simplement parce que dans la gestion, il faut gérer la population. Mais on gère quelle population? Nous n'avons même pas des données démographiques. Là, c'est un problème. Nous n'avons pas une fluidité dans la gestion en ce qui concerne nos textes. La Constitution, par exemple. La Constitution met le chef de l'État en difficulté énormissime. Il a prêté serment depuis le 20 janvier jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement n'est pas encore composé par rapport aux prescrits de la Constitution qui voudrait qu'il y ait d'abord un informateur. Encore faudra-t-il savoir si c'était nécessaire d'avoir un informateur, compte tenu du fait que certes c'était une plateforme électorale. Mais non, même quand il y a un informateur aujourd'hui, il y a eu un informateur qui avait estimé avoir fini le travail, à qui le chef de l'État demandait de continuer avec d'autres orientations. Et la première ministre, qui vient, qui consulte encore. Et puis on a suivi aujourd'hui... quand il reçoit les groupes où les gouverneurs de Kinshasa étaient dedans, clairement qu'il faut proposer 3 noms pour chaque poste. Les uns proposent gouvernement éléphantesque parce que les Congo ont la taille d'un éléphant. Les autres diront qu'il faut réduire la taille du gouvernement. Donc vous comprenez que nous sommes en train de perdre du temps et pendant tout ce temps, le pays est presque à l'arrêt. On ne sait pas fonctionner, on ne sait pas agir du fait que le gouvernement expédie les affaires courantes. Et quand on expédie les affaires courantes, il y a beaucoup de restrictions. Et du coup, le pays semble être à l'arrêt. La chose la plus importante, c'est que les dirigeants politiques, ceux qui sont dans la gestion de l'agir politique, comprennent que
Faire la politique, c'est gérer la population dans sa majeure partie avec la finalité de lui offrir la meilleure des vies possible. Quand on fait la politique, on entre dans la fonction politique, il faut se dépassionner, il faut s'oublier, il faut oublier ses ambitions personnelles, il faut oublier ses envies. On pourrait dire que c'est idéal, c'est quelque chose d'irréalisable parce que la politique représente une certaine morale qui lui est propre. Et cette morale-là est toujours d'actualité en Afrique et au Congo, c'est vraiment pour laquelle on ne se développe pas. Madame, vous serez peut-être choquée d'apprendre que 64 ans depuis qu'on a accédé à l'indépendance, nous avons vraiment dégringolé en ce qui concerne l'organisation même de la société. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore organisé les élections au niveau du Sénat, même du gouverneur, parce que la Constitution, dans sa majeure partie, suivant certaines dispositions, empêche même la fluidité, mais aussi vous associez cela aux appétits des uns et des autres, et ça bloque l'appareil, ça bloque le fonctionnement. La chose la plus importante, c'est qu'on puisse refonder l'État en lui dotant des institutions très fortes, avec un allègement dans le fonctionnement politique sur les dispositions de la Constitution. Mais aujourd'hui, quand on est, par exemple, aujourd'hui, on veut parler des textes. On a entendu le chef de l'État qui avait lancé cette alerte au niveau du ministère de la Justice. On sait concerne la corruption au niveau des élections des sénateurs et des gouverneurs. Est-ce que ça a été des mots en l'air? Comment cela va-t-il se faire? Est-ce qu'il y a des mesures prises? Ou encore, on sait concernant les personnes qui ont été invalidées par la centrale électorale aujourd'hui, sur la liste, on voit certains encore qui sont en train de revenir. Par exemple, ils sont en train de revenir comme candidats sénateurs, comme candidats gouverneurs, alors qu'ils ont été invalidés au niveau de la centrale électorale. Et on se pose même la question, le chef de l'État, lui, qui a dit ouvertement qu'il ne va pas travailler avec les tricheurs, envoie les membres du gouvernement qui se sont retrouvés sur cette liste de la centrale électorale, continuer à fonctionner, à assumer par exemple les affaires courantes aujourd'hui. Et si hier on refusait qu'ils entrent au Conseil des ministres, mais aujourd'hui ils continuent à assurer les affaires courantes. On poserait peut-être la question à tout Congolais qui voudrait être député, sénateur, ministre, etc., toutes les fonctions politiques. La question est la suivante: pourquoi voulez-vous occuper ces postes? C'est la question fondamentale à poser à tous ceux-là. J'espère que la plupart des réponses tourneraient vers les intérêts personnels et sordides. Peu sont ceux qui vont verser dans la démagogie pour dire que non, je serai ministre pour ceci, je veux être député pour cela, je veux être sénateur pour cela. Au centre, ce sont des intérêts personnels et sordides qui mais c'est des calculs politiques aussi, parce que déjà au niveau des regroupements, c'est aussi les responsables des regroupements politiques qui désignent, qui estiment que tel peut assumer, tel autre peut assumer telle fonction. Ce sont des Exactement, ce sont des calculs politiques, mais avec quelle finalité? Quelle est la finalité de ces calculs politiques? Est-ce que c'est vraiment pour changer les choses dans ce pays? C'est ça la question fondamentale. Ou bien c'est pour qu'ils puissent bénéficier des émoluments, des avantages liés à ces postes? C'est ça la grande question. Alors la chose la plus importante, comme recommandation à prendre très au sérieux, à tous les acteurs politiques, il faut qu'on s'ouvre à la raison, qu'on s'ouvre à l'éthique, parce que le sérieux problème que nous avons est celui-là. Soyons flexibles, revoyons les textes qui régissent le fonctionnement de l'appareil politique dans ces pays. Parce que les textes bloquent aussi la machine, bloquent aussi le fonctionnement. Nous avons vu l'exemple du Sénégal. Certains acteurs politiques ont été clairs pour dire que notre constitution nous empêche d'être dans une même position, par exemple, comme le Sénégal. Le président prête serment, 48 heures après, il a nommé le Premier ministre. Ils ont déjà leur gouvernement. Mais nous, il a fallu attendre plus de 60 jours pour qu'on ait ne serait-ce que le Premier ministre. Quand vous avez cette majorité, quand vous avez tous ces regroupements, il faudrait au final faire des calculs. Exactement. Ce n'est pas comme le Sénégal qui avait une frange, justement, ils ont œuvré dans l'opposition. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils savent, ils se connaissent, ils savent déjà avec qui ils ont milité. Mais aujourd'hui, avec cette transhumance où tous,
une fois tel président arrive, tous quittent de l'autre côté pour traverser de l'autre côté. Donc vous vous retrouvez en même temps avec déjà au sein de l'UDPS, les anciens de l'UDPS qui estiment qu'ils ont été jetés de côté, avec des nouvelles figures qui sont venues au sein de l'UDPS. Associé à cela, les nouvelles personnes qui ont quitté le FCC autrefois, qui ont muté vers aujourd'hui Félix Tshisekedi. C'est compliqué, il faut faire des calculs. Dans un régime, madame, nous sommes dans un régime semi-présidentiel de par la forme. Mais le contenu et le fonctionnement, c'est le régime présidentiel, même présidentialiste. Certes, c'est tout à fait le problème. Parce que lorsque les députés attendent le mot d'ordre du chef de l'État pour désigner qui sera le candidat président à l'Assemblée nationale, cela veut dire que nous sommes dans un régime présidentiel. Ce n'est pas un régime semi-présidentiel si le mot d'ordre doit émaner du chef de l'État pour changer les choses. Mais si les choses sont comme telles, mais il faudrait que le chef de l'État décide lui-même, parce qu'il est personnifié comme le garant de la nation, sa personne même incarne la nation, il faut qu'il décide, qu'il prenne la décision de remettre les choses sur les rails, parce que le pays est en train de dérailler, rien ne marche, rien ne va, il a trouvé une situation très compliquée. Dans 5 ans, beaucoup de choses n'ont pas évolué, mais il est temps qu'il décide, qu'il prenne des dispositions pour remettre ce pays dans les rails, afin qu'on puisse s'ouvrir vraiment à la raison à un État pleinement comme État de droit, une république de juges contre l'impunité, un État où va régner la rationalité, où va régner le bon sens, où va régner le respect des textes aussi, parce que facilement, on marche sur les textes. Du moment où on est dans son dernier mandat, où d'aucuns professeurs et autres et scientifiques estiment, vous êtes d'ailleurs d'avis, comme tant d'autres, qu'il faudrait réviser la Constitution, qui pourrait ouvrir un 3e mandat au président de la République. Comment dans